Hello! Bienvenue dans Derrière la porte bleue, le podcast où je vous invite à explorer un univers unique et inspirant où spiritualité et psychologie se rencontrent. Au fil des épisodes, nous intégrerons également des réflexions sur la maternité, le droit et des aventures de voyage. Dans cet épisode, nous allons parler de ceux qui nous ont blessés et qui continuent leur vie, du poids des blessures et de la trahison sans réparation, du deuil et de ce mécanisme psychologique où une fin douloureuse finit par recouvrir toute une vie. Nous pensons souvent que ce qui nous empêche d'avancer est la blessure elle-même. Mais parfois, ce qui nous retient, c'est l'absence de reconnaissance, d'excuses ou de conséquences. Nous attendons une forme de justice qui ne viendra peut-être jamais. On a tous déjà été témoins ou victimes d'une trahison, d'une amie, d'un ex, d'un membre de notre famille. J'ai pu observer autour de moi que les blessures les plus profondes que l'on porte, c'est lorsque l'on est blessé ou trahi par ceux qui nous sont le plus proches. Conjoint, famille, amis. C'est une réaction très humaine, car à l'inverse, si un inconnu ou une personne qui compte peu pour nous fait un mauvais coup ou alors nous tourne le dos, cela n'aura aucune conséquence sur nous. On ne sera pas touché. Peut-être l'ego par fierté, mais cela ne va pas nous rendre malheureux au point de ruminer pendant des jours, des semaines, voire des années. Cela n'aura aucun impact sur le long terme. Ce sera plutôt passager. Et sinon, reconnais-tu ce sentiment où ton cœur et ton estomac se contractent lorsque tu entends que la personne qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, semble vivre sa meilleure vie? Souvent, dans ce moment, on se dit: mais pourquoi il est si difficile de voir quelqu'un qui nous a fait du mal réussir ou être heureux? Mais rassure-toi, là encore, c'est très humain. Souvent, quand quelqu'un nous a profondément blessés, une partie de nous espère, consciemment ou non, que cette personne comprendra un jour la douleur causée et en subira les conséquences, ou au moins ne sera pas récompensée par la vie. Alors lorsque l'on apprend qu'elle semble aller très bien, cela peut créer un sentiment d'injustice. Mais ce qui peut te travailler n'est pas forcément le fait qu'elle soit heureuse en soi. Cela peut être plutôt le sentiment que la souffrance n'a pas été reconnue. Tu as été blessé, mais la personne continue sa route comme si de rien n'était. Ou alors l'impression d'un déséquilibre. Toi, tu as dû porter les conséquences de ce qu'elle a fait, tandis que cette personne paraît n'en porter aucune. Ou alors cela peut réactiver une blessure encore active. Même si l'événement est passé, apprendre des nouvelles positives de cette personne peut réactiver la douleur. Mais aussi la comparaison involontaire. Si toi-même tu traverses une période difficile, voir quelqu'un qui t'a fait du mal prospérer peut être particulièrement pénible. Et enfin, le besoin de sens. On aimerait parfois croire que les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises sanctionnées. La réalité ne fonctionne malheureusement pas toujours ainsi. Il y a aussi une autre possibilité. Ce qui te fait mal n'est pas seulement ce qu'elle a fait, mais le fait qu'elle semble avoir obtenu quelque chose que toi, tu aurais aimé avoir. De la paix, de la réussite, de l'amour, de la stabilité. Il y a une chose importante à garder à l'esprit. Le fait que quelqu'un paraisse vivre très bien ne dit pas forcément tout de sa réalité à l'intérieur. On n'est pas à l'intérieur de son corps. On ne sait pas ce que cette personne peut ressentir. Ça peut être que de l'apparence. Mais même si cette personne est réellement heureuse, cela ne signifie pas que ce qu'elle t'a fait était acceptable, ni que ta souffrance compte moins. Cela ne discrédite pas ta douleur. Je serais curieuse de savoir par exemple ce que tu ressens quand tu apprends que cette personne va bien. Qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce plutôt de la colère, du style ce n'est pas juste, ou de la tristesse, mais moi j'ai souffert, ou alors de la jalousie de sa situation actuelle, ou encore autre chose? Dans la grande majorité des cas, il s'agira des deux premiers. Et dans cette hypothèse, ce que tu ressens est très cohérent avec les deux mécanismes les plus fréquents après une blessure profonde. Celui de l'injustice et de l'absence de reconnaissance. D'un côté, il y a ce sentiment, j'ai payé le prix de ce qu'elle a fait, et elle semble n'avoir rien payé du tout. Ce n'est pas forcément un désir de vengeance. Souvent, c'est simplement le besoin que la réalité reconnaisse qu'un tort a été
commis. De l'autre, il y a peut-être quelque chose comme: «Comment peut-elle être heureuse alors que cette personne m'a fait tant souffrir?» Et en fait, derrière cette pensée se cache souvent le besoin que la douleur vécue soit vue, comprise et validée. Quand la personne continue sa vie sans sembler affectée, cela peut donner l'impression que ce que toi tu as traversé n'a aucune importance. Et le problème, c'est que notre cerveau associe parfois inconsciemment deux choses. Cette personne va bien, donc ce qu'elle m'a fait n'était pas grave. Or, ces deux affirmations n'ont aucun lien. Une personne peut prospérer après avoir blessé quelqu'un, c'est injuste, mais cela ne réécrit pas l'histoire. La gravité de ce que tu as subi ne dépend pas de ce qui lui arrive ensuite. Il est aussi possible que tu sois encore en attente d'une forme de réparation, des excuses, une prise de responsabilité, une reconnaissance du mal causé. Tant que ce besoin reste ouvert, chaque nouvelle positive à son sujet peut ressembler à une nouvelle injustice. Et donc bien souvent, ce qui te travaille n'est probablement pas seulement qu'elle va bien, c'est que les deux choses que tu aimerais voir se produire ne se sont pas produites. Non seulement elle n'a pas reconnu sincèrement le mal qu'elle t'a fait, et en plus elle ne semble pas en subir les conséquences. Dans ce contexte, chaque information positive sur sa vie peut être ressentie comme une sorte de double injustice. Elle m'a blessé, ne l'a pas vraiment reconnu et en plus tout semble lui réussir. C'est une réaction très compréhensible. Beaucoup de personnes qui ont été profondément blessées ne cherchent pas forcément à faire souffrir l'autre. Elles cherchent plutôt un rééquilibrage moral. Que la personne comprenne réellement l'impact de ses actes et que le monde ne fasse pas comme si rien ne s'était passé. La difficulté, c'est que tu n'as malheureusement pas le contrôle sur ces deux éléments. Certaines personnes ne reconnaissent jamais ce qu'elles ont fait. D'autres te racontent une histoire dans laquelle elles n'ont rien fait de mal. Et parfois, les conséquences existent, mais restent invisibles de l'extérieur. Ce qui peut aider, même si ce n'est pas satisfaisant au même niveau, c'est de distinguer le besoin légitime de justice, qui peut nous animer au plus profond de nous-mêmes, et l'attente que cette justice vienne de cette personne ou de la vie elle-même. Le premier besoin est sain. Le second peut te maintenir attaché à quelqu'un qui continue à occuper une place dans ta tête, dans ton monde intérieur, dans ta vie, alors qu'il ne mérite peut-être plus cette place. Parfois, ce qui est le plus douloureux n'est pas la blessure initiale, mais la découverte que la personne n'est pas celle qu'on croyait, qu'elle est capable d'avancer sans reconnaître la souffrance qu'elle a causée. Il n'est pas question de vouloir se venger, mais juste de vouloir que la souffrance soit reconnue, tout simplement. Et cela a été confirmé plus d'une fois dans mon travail. En effet, lorsque j'étais en charge de régler les successions, j'ai toujours essayé au maximum de prendre le temps d'écouter les clients qui traversaient une épreuve si douloureuse de la vie, qui est la perte d'un être cher. Et j'ai pu remarquer un phénomène récurrent qui m'a frappé. C'est que c'est bien souvent au moment d'un décès d'un membre de notre famille, soit le père, la mère, un frère, que des histoires, des tensions, des secrets de famille apparaissent ou ressurgissent du passé et font tout éclater. L'entente harmonieuse de la famille. Et donc, à cette blessure de deuil vient s'ajouter une autre blessure, celle de la trahison par exemple. Alors c'est une double peine. Ce comportement avant ou après le décès a ajouté de la souffrance à la souffrance. Et parfois, quand la personne meurt dans des circonstances douloureuses ou soudainement, il est possible que cela crée un traumatisme. Et donc, ça pourra avoir pour conséquence possible que ce dernier chapitre qui a été tellement violent prendra toute la place. Donc, non seulement tu as perdu un être cher, mais tu as aussi subi une blessure ou découvert une trahison, vécu des conflits. C'est énorme à encaisser pour une seule période de vie. Alors, quand tu penses à cet être cher perdu, ton cerveau ne va pas spontanément chercher les souvenirs heureux. Il retourne vers l'endroit où la blessure est restée ouverte. Il arrive que le cerveau fige la personne dans ses derniers mois, comme si toute son histoire se résumait à la maladie, à la souffrance, à ce qui s'est passé autour de sa mort, aux tensions, à la trahison, aux blessures. Et c'est peut-être aussi pour cela que lorsque tu apprends des nouvelles concernant cette personne qui t'a blessé, cela continue de te toucher. Comme si l'être perdu est intérieurement associé à cette fin tragique. Il reste attaché à ce souvenir, alors que cet être cher a vécu bien plus longtemps que ce dernier chapitre. J'ai envie de te dire quelque chose qui me paraît important.
La personne qui t'a fait du mal a peut-être imposé son récit des événements, mais il ne devrait pas avoir le dernier mot sur la façon dont tu te souviens de ton envolée. Oui, c'est comme ça que j'aime bien parler des personnes décédées. Je trouve ça plus poétique. Enfin, pour revenir à mes propos, il ne devrait pas avoir le dernier mot sur la façon dont tu te souviens de ton envolée, car sinon cela conduirait presque à lui donner le rôle du gardien involontaire du dernier chapitre de son histoire, dans ta mémoire. Alors chaque fois que tu penses à cette personne décédée, tu tombes d'abord sur celui ou ceux qui t'ont blessé. Parfois, j'essayais de dire à mes clients que ce qui pouvait les aider, c'est d'essayer de retrouver délibérément d'autres souvenirs avant la mort, avant la maladie, avant que la personne ait souffert, avant les tensions et les histoires. Quand la personne, elle riait, elle avait ses propres habitudes, ses expressions, ses qualités, ses défauts, ses passions, ses manies. C'est de ça qu'il faut essayer de se souvenir. Par exemple, si ça te parle et que je te demande maintenant quel est le premier souvenir heureux de cette personne qui date d'avant son décès et qui te vient à l'esprit. Ce n'est pas forcément le plus important, juste le premier qui apparaît. Souvent au début, c'est difficile. Le cerveau retourne immédiatement vers la fin. Et encore plus quand c'est un souvenir traumatisant. Mais quand un souvenir plus ancien finit par émerger, on se rend compte que la personne disparue est encore là, derrière le traumatisme. Et si vraiment tu te demandes souvent, mais comment peut-on faire ce qu'il a fait ou elle a fait, voir la souffrance qu'elle a causée et continuer sa vie sereinement? La réponse parfois n'est pas la plus facile à entendre, mais plutôt la plus difficile à accepter. Parce que certaines personnes ne vivent pas l'histoire que toi tu vis. Toi, tu portes la version des faits où la personne que tu aimes a été blessée ou trahie. Ou alors toi-même. Ou encore la version des faits où c'est ta famille qui a été blessée. Et l'autre partie semble avoir construit une autre histoire. Une histoire dans laquelle il justifie ses choix, minimise certains faits, se présente peut-être même comme une victime ou comme quelqu'un qui avait le droit d'être heureux. Si quelqu'un réécrit suffisamment son histoire intérieure, il peut effectivement dormir tranquille. Et ce n'est pas parce qu'il est innocent. Ce n'est pas non plus parce que ce qu'il a fait n'était pas grave. C'est parce que la conscience humaine est capable de se protéger de vérités dérangeantes. Alors que toi, en parallèle, tu cherches encore une logique morale. Mais si quelqu'un agit ainsi, il devrait au moins être tourmenté. C'est ça que tu te dis. Or, la réalité est parfois cruelle. Certaines personnes sont tourmentées, d'autres non. Certaines reconnaissent leurs torts, d'autres les enterrent ou réécrivent l'histoire pour protéger leur image. Et je pense que c'est précisément cela qui te fait souffrir. Pas seulement le décès et ou la blessure ou la trahison, mais le fait qu'il n'y aura peut-être jamais ce moment où cette personne te dira: oui, j'ai fait du mal. Oui, j'ai été injuste. Oui, je le regrette. Je m'en excuse. Parce que si ce moment arrivait, beaucoup de choses retrouveraient une cohérence pour toi. Mais il est vrai que lorsqu'un événement est très chargé émotionnellement, le cerveau crée des raccourcis. Il ne classe plus les souvenirs de façon chronologique, il les classe par intensité émotionnelle. Résultat, la fin de la vie, la maladie, la trahison, les conflits prennent toute la lumière et les décennies qui ont précédé passent dans l'ombre. Le but n'est donc pas d'essayer de te convaincre que cela n'a pas existé ou que ce n'était pas grave. Le but est de redonner du volume au reste de ta vie. Tu n'as pas à porter encore une charge énorme de colère et de chagrin, même si c'est une colère qui a du sens, une colère qui protège quelque chose de précieux, l'amour que tu avais pour cette personne, ou pour la personne décédée, ou les deux même. Mais cette colère a aussi un coût, elle maintient cette personne qui t'a fait du mal dans ton monde intérieur. Et c'est profondément injuste, parce qu'elle n'a rien fait pour la mériter. Tu attends encore d'elle une reconnaissance qu'elle ne te donnera probablement jamais. Non pas parce que tu es naïf, mais parce que ce serait la chose juste à faire. Et il y a quelque chose de très douloureux à devoir faire le deuil de cette justice-là. Et si cet épisode t'a parlé, c'est très certainement que tu es une personne très loyale,
tellement loyal qu'une partie de toi continue de porter de la colère. Mais rien ne t'oblige à rester éternellement connecté à cette personne qui t'a blessé ou trahi. Bien au contraire. Avec le temps, j'ai compris que ma paix ne pouvait pas dépendre de la capacité d'une autre personne à reconnaître ses actes. Parce que si je lui confie cette responsabilité, je lui laisse encore une place dans mon histoire. Alors la vraie question devient peut-être comment continuer à honorer ce que j'ai vécu sans rester attaché à ceux qui m'ont blessé. Comment me souvenir des personnes que j'aime sans laisser leur dernier chapitre définir toute leur histoire. Et comment reprendre ce qui m'appartient, mes souvenirs, ma vie, ma paix intérieure. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose. L'absence de justice ne change pas la vérité de ce que nous avons vécu. Et même lorsque certaines personnes continuent leur route sans regarder derrière elles, nous avons encore le pouvoir de choisir ce que nous emportons avec nous. J'ai envie de conclure avec cette phrase. Avancer ne consiste peut-être pas à oublier. Peut-être qu'avancer consiste à ne plus laisser ceux qui nous ont blessés être les auteurs du dernier chapitre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à interagir en likant ou alors en commentant pour que l'on puisse échanger. Et si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic peut paraître insignifiant, mais cela peut faire toute la différence pour le podcast. Alors je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.